Voilà, la dernière fois, on s'était arrêté sur cet exemple-là de l'algorithme de Dijkstra. Je vous l'avais fait appliquer, enfin, je vous avais montré comment l'appliquer. Et, euh, et voilà, quoi. En fait, c'était un graphe non orienté et pondéré. Donc, comme c'est un graphe non orienté et pondéré, ben, on a considéré qu'on avait les arcs qui allaient dans les deux sens. Et donc, là, eh ben, ça va être un petit exercice pour vous. D'accord? Vous allez essayer d'appliquer l'algorithme de Dijkstra sur ce graphe-là en partant du sommet A. D'accord? Je vais vous laisser quelques minutes. Juste, rappelez-vous, moi ce que j'attends, c'est que vous me fassiez le même tableau qu'ici. C'est-à-dire pour chaque sommet, je veux deux colonnes, une pour le pair, une pour la distance, et vous me les faites dans l'ordre lexicographique, donc alphanumérique. Vous mettez en première ligne l'initialisation, puis les différentes étapes que vous appliquez. D'accord? Donc paire, distance, dans l'ordre et étape par étape. Et vous m'appliquez ça là-dessus. D'accord? Je vous laisse quelques minutes et on va ensuite faire la correction. Mais comment ça se fait ça? La pauvre. Euh, Attends, je vais dans l'équipe. Comment ça s'appelle? Comment ça s'écrit, Annesley? H-E-T-Z. Mince. Donc il existe déjà. Bah, il est là, il est sur le slide, excusez-moi. Il est. Alors, en plus, comme je vous ai mis les slides, vous avez la réponse, hein, donc merci de ne pas la regarder, hein. Évidemment.
Maxime, tu peux inviter Marianne comme tu as fait la dernière fois parce que là, moi, je n'arrive Et je pas. crois que c'est... Hein, c'est fait? Enfin, Marianne, tu peux confirmer, mais je crois que tu es là. Eh, je comprends pas ce qui se passe, hein. Je suis désolé, Marianne, hein. Pour moi, tu es dans la liste et il n'y a rien qui te distingue des autres étudiants, donc je vois pas ce que je peux faire d'autre. Sauf si tu as un autre email, tu me le donnes et je t'invite. Peut-être, comme ça. C'est peut-être que tu n'aurais pas, tu suivrais pas des cours dans une autre institution, hein, Marianne? Est-ce que tu es là, Marianne? Non, monsieur, je suis pas d'autres cours ailleurs. Bah, Ça fait que avec votre cours. bah, c'est bizarre parce que les autres ils y arrivent et puis toi en plus je t'ai bien inscrite normalement. Enfin, t'es bien inscrite. C'est Bah bon, ça marche pas. Pourquoi? Vous m'avez mis sur liste rouge, monsieur, c'est pas grave, hein. bah, oui, bah, c'est le genre en plus. Moi je suis plutôt à accepter tous les étudiants en cours que à vérifier les listes alors. Non mais je sais pas vraiment. This PC error. Windows Boot Manager has been blocked by the current security policy. This error usually occurs whenever you install operating system. On a des trolls. Bon, vous me dites dès que vous pensez avoir appliqué l'algorithme. Non, mais pour Marianne, c'est un mystère mystérieux. On va appeler Archimystère et compagnie et la bande à Scooby-Doo. Steven, tu me dis dès que t'as fini? Ok.
Bon, ce qu'on va faire pour Je suis à la dernière étape. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, très bien. Désolé, je suis un peu lent. Non, non, t'inquiète. Bah, les autres sont pas plus rapides, je crois, hein. De toute Je façon, crois que c'est bon. ouais, c'est bon. Alors, Je crois. faire. Je suis pas... Tu l'as fait sur un document Word ou Excel. Excel? Bah, très bien. Donc, comme ça, tu vas le partager et tu essaies de mettre l'image à côté. D'accord? J'arrête mon partage d'écran et comme ça, tu nous montres à la fois. Tu veux que Vous voulez que je partage mon écran? Ouais, comme ça, tu vas nous faire le déroulement De l'algo? de l'algo et puis comme ça, moi, je vais te corriger. Enfin, je vais te corriger. Et tes camarades vont aussi participer parce que c'est quand même à vous de. Alors. Je le mets comme ça. Dans un premier temps. Et je vais partager. Comment on... Voilà, ça partage tout l'écran. Ah mais du coup j'ai plus votre sujet. Merde. Bah, c'est pas grave. Attendez, Moi, tout le monde je là, le télécharge sujet, vous le avez. PDF. Ouais. Si vous avez le. Non, c'est bon comme ça. Ok. Est-ce que vous voyez? Ah, super. Bah, nickel. Alors. Alors, du coup, j'ai commencé avec le point A. Ouais. Donc, tu as initialisé. Donc. J'ai commencé avec le point A et en fait, tout ce qui n'est pas connu du point A, j'ai considéré que c'était infini. Alors, attends. Donc, à l'étape d'initialisation, tu as dit que la distance de tous les sommets était infinie. Sauf que je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Je crois que tu as sauté une étape. Parce que. Ah, il y a l'étape d'initialisation où on met tout nul, entre guillemets. Ouais. C'est ça? Ok. Alors pourquoi tu as E qui est déjà. Ah, ça c'est l'étape d'après. Non, regarde. Ah, attendez. Ah oui. Alors, attendez. Non, distance de E. Non, c'était pas. Non, c'est parce que justement, ils sont connus de. A connaît la distance de. Mais c'est pour ça que j'ai sauté une étape, oui. À l'étape C'est vrai. d'initialisation, tu initialises tous les paires à nil. D'accord. Donc ajoute une ligne là. Ajoute une ligne et entre la 2 et la 3 pour l'étape 0, toi, tu vois. Ah, attendez. Je vais faire comme ça. Ah, terrible. Est-ce que je peux pas faire comme ça? Terrible, je sais pas me servir d'Excel. Ah, le stress. Mais non, stresse pas. Et tu fais juste CTRL-V là, c'est bon. C'est pas une insertion avec une ligne. Ouais, normalement, tu peux insérer. Tiens, bouton droit sur 3, clique sur le 3 là, tu sais, le numéro de ligne. Ok. Bouton droit et insérer. Ok, parfait. Incroyable. Voilà. Donc maintenant, sur ta ligne d'initialisation, tu enlèves ce que tu as mis pour E. Yes, et je mets tout à 0. Ouais. Alors, la distance est infinie. Et on sait pas. Et là, c'est nil. Voilà. Et pareil pour B. Pareil pour B. Je vais commencer directement avec le point A. Oui, mais fais gaffe parce que ça, c'est étape d'initialisation. Donc. Du coup, mais A, c'est infini aussi, du coup?
Non, à l'étape d'initialisation, justement, sa distance, c'est... On choisit juste le point. Ouais. Ok. Ok, parfait dans ce cas. Donc, ensuite, Alors, paire donc, de ça A, reste nil pour toujours. il en a pas. Ouais. Et ça reste 0. Distance de A, bah, c'est 0. Ouais. Vers lui-même, il n'a pas de boucle. Paire de B, en partant du point de A, bah, c'est A. Voilà. Distance de B, c'est 10. Voilà. Paire de C, on connaît pas. Ouais. Du coup, bah, distance infinie. Paire de D, on sait pas. Paire de et D, du coup, paire de D, ouais, on sait pas. paire de E, c'est A. Et distance, c'est 5. Voilà. Ensuite, je prends le plus petit. Ouais. Entre les deux. Donc ça va être le point E dans l'étape 2. De ce que j'appelais l'étape 2. Ouais. Donc Alors, du coup... donc c'est... Oui, c'est E. Ouais. Attends. Bah, entre 10 et 5, le plus petit, c'est 5. Donc ça va vers E. Donc je prends Oui, le point voilà, E. c'est ça. Donc en partant de point E, donc paire de A, il n'y en a toujours pas, distance 0. Paire de B, du coup, on va connaître B, donc du coup son paire, ça va être le E et on prend le petit, donc ça va être 5 plus 3. On est d'accord jusqu'à... Ça fait 8, c'est plus petit 8. que 10, ouais. Paire de C, donc ça va être E. Et la distance va être 14. 5 plus 9. Ouais. Pour l'instant. Ouais. Paire de D, ça va être encore E. Il n'y a pas de... Voilà. Ouais. Parce que c'était l'infini, c'était une distance 7. infinie. Et donc 5 plus 2, 7 est plus petit que... Et plus petit que l'infini. Oui, c'est ça. Désolé si j'explique mal. Non, mais t'inquiète pas. Paire de E, c'est encore A, et ça va être la distance 5. Ouais. Ensuite, j'ai pris le plus petit. Alors attends, juste, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste nous rajouter en dessous la liste des sommets qui restent à traiter. Ok. Tu vois, tu nous mets la... Donc j'ai commencé par ouais, A. voilà. Vous voulez que je mette F et que je mette ce qui reste à traiter. Donc on avait commencé par A, B, non c'était E. Non mais tu les mets je tous, mets dans l'ordre. Ouais, tu mets dans l'ordre. A, B, C, D, E. Et juste pour qu'on voit, Ensuite, et là donc tu as enlevé pour l'évolution, on va faire comme ça, et je vais enlever A. Là tu enlèves A. Ah là là, terrible. Voilà. Ensuite j'enlève E. Ouais. Voilà. Ensuite, il nous reste à traiter BCD. Donc j'ai commencé du coup par la suite. Alors, je vais l'appeler l'étape 3. Étape 5. Donc là, tu récupères le D. petit entre B, C et D. J'avais récupéré D, il me semble. C'était parce que c'était 7 et sinon c'était 8. Ouais. Alors, du coup, bah, ça reste nul. Le A, il va rester nul quoi qu'il arrive avec une distance de 0 vis-à-vis de lui-même. Le E, ça ne va pas changer. Le D va changer. J'ai mis 13. C'était... Qu'est-ce que j'ai... Non. Yeah. Là, tu es en train de traiter quel sommet? C'était le D. D'accord, c'est le D. Donc là, tu es au niveau du D. Donc, tu regardes juste ses voisins. D'accord? Là, en fait, là, le problème, c'est que tu es en train de retaper à chaque étape. Tu regardes pour tous les sommets. Or, c'est pas la peine. Tu as juste à traiter les voisins de D. Donc, D, il a deux voisins qui sont A et C. Enfin, deux voisins sortants. Donc, c'est eux que tu vas regarder et essayer de mettre à jour.
Ok, donc C va être mis, par rapport à C, ça va être mis à jour. Alors, C est à quelle distance? Distance de 13. 13. Sommet D, actuellement, il était à une distance de combien? Le sommet était à une distance de 7. Yes. 7 plus 6, ça fait 13. Yes, c'est ça. Est-ce que 13, c'est plus petit que 14? Oui. Oui. Donc, tu mets... Donc je l'ai mis à jour et c'était 13. C'était ça, mon... Oui, ok. Voilà. Et le sommet A, 13, enfin le 7 plus 7, 14, bah non, c'est plus grand que 0, donc voilà. Et le reste, tu n'y touches pas. Yes. Après. Donc là, il te reste B et C. Oui, C. Voilà. Donc le plus petit je me entre sens B et que C. j'avais traité B en premier, si je dis Non, pas non, de mais bêtises. regarde à nouveau, c'est pas compliqué. Regarde. B, C'est il est- 5 et c'était 8, et C, Ouais. ça devait... c'est 9. C'était 9. Donc j'avais traité B8, donc B, Attends. si je ne dis pas de bêtises. Non, attends. C, c'est pas 9 encore. C'était... C, c'était 13. Ça change rien. Donc, Et C, oui, ça change rien. 13, c'est la J'ai ligne traité B. d'avant qu'il faut voir. Oui, Voilà. c'est ça. C'est 8 et 13, donc tu prends le 8, c'est-à-dire tu prends le sommet B. Voilà. Alors, donc je regarde les voisins de B. Voilà, les voisins sortants. Donc ça va être C et E. Voilà. Et on va les mettre à jour. Donc Alors, le C, B, il a 8, donc pour aller vers C, c'est 8 plus 1, ça fait 9. 9. Est-ce que 9 c'est plus petit que 13? Oui, donc Oui. tu mets à jour. Je l'ai mis à jour. Et tu n'oublies pas que son père, c'est B. Là, Oui, oui. Oui, mais tu ne l'as pas mis. Non, père de C. Ah oui, si tu l'as mis, pardon, excuse-moi. Ok. Je voulais que je fasse plus d'espace. Non, c'est bon. Donc tu avais C et ensuite tu avais quoi? Tu avais E. E, il a une distance de 8. Est-ce que tu peux l'améliorer en passant par B? Non, il avait une distance de 5, pardon. E, est-ce que tu peux l'améliorer en passant par B? Non. Voilà, c'était ça. Yes. Voilà. Donc il te reste le sommet C à traiter. Et le sommet C, il a juste un sortant qui est le D. Voilà. Donc, et j'ai vu rapidement que c'était 5 plus 2, 7, et on ne pouvait pas y aller plus rapidement. Donc j'ai gardé de même. D'accord, voilà. Donc finalement, ce que tu obtiens, c'est que le plus court chemin qui va de A vers A, c'est 0. Ça, je suis d'accord. Ensuite, le plus court chemin qui, pour aller en B, il a une distance de... pour aller en B, il a une distance de 8. 5 plus 3, 8. Ouais, je suis assez d'accord. Le plus court chemin pour aller en C, il a une distance de 9. 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Oui. Le plus court chemin pour aller en D, il a une distance de 7. Ouais. Le plus court chemin pour aller en E, il a une distance de 5. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord ou pas? Ouais. Ouais. Ok. Bon. Là, Monsieur oui. Est-ce que vous pouvez réexpliquer vite fait comment on fait le tableau à chaque étape? Parce que j'ai bien compris que la dernière ligne, ça montrait le père et Oui. le chemin le plus rapide, mais j'ai pas Ok. bien compris ce qui se passait entre toutes les étapes. D'accord. Hop. Alors. Quand tu reprends l'algorithme, vous voyez mon écran là? Oui. Alors, quand tu vois l'algorithme, tu vois que la première étape ici, tout ça, c'est de l'initialisation. D'accord? Donc, tu vas mettre toutes tes valeurs, toutes tes distances à l'infini et tous les paires à nil
sauf pour le sommet qui va être la source de ton parcours, lui, il va avoir une distance de 0. D'accord? Et initialement, dans ta file de priorité, tu vas mettre tous les sommets. D'accord? Donc ça, c'est ton étape d'initialisation. Donc, dans le tableau, ce que je veux, c'est ça, c'est que pour chaque sommet, tu me mets son pair et sa distance. D'accord? Donc, à l'étape d'initialisation, au départ, tout le monde est nil. D'accord? Moi, j'ai mis un A là dans mon exemple, mais c'est pareil. Et la distance, elle est à 0 pour le sommet de départ et à l'infini pour tous les autres sommets. Ok? Alors, une fois que tu as fait ça, on revient sur l'algo. À chaque étape, c'est à chaque tour de la grande boucle. Ok? On extrait de notre ensemble F le sommet qui est à la distance la plus petite. Donc, grosso modo, tu prends la dernière ligne qui vient d'être écrite dans ton tableau, et parmi les sommets qui sont encore dans F, tu prends celui qui a la distance la plus petite. Alors, quand tu regardes une première étape d'algorithme, bah forcément, toutes les distances sont à l'infini, sauf une, le premier sommet qui a une distance de 0. Donc c'est lui que tu vas prendre. T'es d'accord? Voilà. Oui. Et ensuite, tu vas parcourir chacun des voisins du sommet. Alors, je reviens sur l'exemple qu'on vient de faire, parce que ce sera peut-être plus clair pour vous. Voilà. Voilà. Donc, au départ, on va prendre le sommet A, qui a une distance de 0. On l'extrait de F, et là, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder chacun des voisins sortants, d'accord? Chacun des sommets vers lesquels il peut aller. Donc, je vais regarder le sommet E, et je vais regarder le sommet B. Ce que je vais voir, c'est est-ce que la distance de mon sommet plus la distance qui me permet d'aller à son voisin, donc là, par exemple, pour aller à E, c'est la distance de A, 0, plus la distance pour aller à E, 5. Ça me fait 5. Est-ce que la distance de 5, c'est plus petit que l'infini, qui est la distance actuellement connue pour le sommet E? Oui. Donc, je vais mettre à jour et je vais dire que le pair du sommet E, c'est le sommet A, et la distance de E, c'est la distance par laquelle j'y arrive. C'est-à-dire la distance de A plus 5. Donc 5. Je fais la même chose pour le sommet B. Donc on arrive à une distance de 10. Et donc tu vois qu'à l'étape 1, j'ai mis à jour pour le sommet B, c'est-à-dire le pair c'est A et la distance c'est 10. Et j'ai fait la même chose pour le sommet E, sa distance c'est 5 et son pair c'est A. À l'étape d'après, je vais considérer quel sommet? Je vais considérer le sommet qui a la distance la plus petite parmi les sommets qui restent dans mon ensemble F. Dans mon ensemble F, j'ai déjà enlevé le sommet A, donc il n'y est plus. Donc maintenant, regarde. J'ai le sommet B qui a une distance de 10, C a une distance infinie, D a une distance infinie et E qui a une distance de 5. Lequel a la distance la plus faible? C'est le sommet E. Donc je l'enlève de mon ensemble F, et c'est par lui que je vais traiter la nouvelle étape, l'étape 2. Ah, d'accord, c'était ça qui me manquait. Voilà. Et donc là, bah, je rebelote. Je vais regarder si passer par le sommet E plus l'arête, enfin plus l'arc, c'est plus rapide que le chemin qui était connu jusqu'à présent. Par exemple, là, donc le sommet E, il a une distance de 5. Donc, quand je vais regarder le sommet B, je suis à une distance de 5 depuis le sommet A, plus 3 pour aller jusqu'en B. Tu es d'accord? Ça fait 5 plus 3, ça fait 8. Est-ce que 8, c'est plus petit que la distance actuellement connue pour le sommet B? Et la distance actuellement connue, c'était de passer par A. C'était 10. Et effectivement, 8, c'est plus petit que 10. Donc, je vais dire, le pair de B, ça devient E, et sa distance à B, ça devient 5 plus 3 égale 8. Tu fais la même chose avec D, et on recommence. Ça ira? Oui, merci. Alors, de toute façon, là, on va le faire en TD. Donc, on va le refaire. Ça, on va en faire plein. Parce qu'il faut absolument que vous soyez capable d'appliquer l'algo.
Voilà. Donc, alors, ça, c'était l'algorithme de Dijkstra. Je vous rappelle les conditions de l'algorithme de Dijkstra. C'est qu'il doit s'appliquer sur un graphe dont les pondérations sont positives. Il ne fonctionne pas en présence d'arêtes de poids négatifs. Là, je vais vous présenter l'algorithme de Bellman-Ford, donc qui est plus lent à l'exécution, mais qui fonctionne en présence d'arcs de poids négatifs. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, si jamais vous avez un cycle de poids négatifs, donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, un cycle de poids négatifs empêche la présence d'un plus court chemin. Il n'existe pas de plus court chemin dans le graphe si jamais il existe un cycle de poids négatifs. Donc l'algorithme de Bellman-Ford, en plus de fonctionner avec des graphes pour lesquels il existe des pondérations négatives, permet également de détecter s'il existe un cycle de poids négatif. Donc, à la fin de l'algorithme, vous avez soit un arbre des plus courts chemins, comme on a fait avec l'algorithme de Dijkstra, soit on vous dit non, il y a un cycle négatif, ça ne marche pas. D'accord? Alors, quand on regarde l'algorithme, on a rajouté, par rapport à Dijkstra, il a à peu près la même forme. On a une phase d'initialisation qui est strictement la même. Ensuite, on a encore une boucle qui est un peu différente, mais à l'intérieur de la boucle, c'est la même chose que dans Dijkstra. C'est-à-dire que quand on va considérer un sommet, si jamais passer par ce sommet plus l'arc, c'est plus petit que la distance de son voisin, alors on va mettre à jour la distance du voisin. C'est l'opération de relaxation. D'accord? Donc cette opération de relaxation, c'est exactement la même que pour l'algorithme de Dijkstra. La différence, c'est que pour l'algorithme de Dijkstra, on avait une file de priorité. Et cette file de priorité faisait qu'on regardait un sommet et on ne considérait que ses voisins. Parce que comme c'était depuis ce sommet-là qu'on passait, on ne pouvait améliorer que son voisinage. Voilà. Donc au lieu de considérer uniquement les voisins d'un sommet qu'on a retiré de la file de priorité, là, dans l'algorithme de Bellman-Ford, c'est on va pour chaque sommet, on va vérifier pour chaque arête si on peut appliquer l'opération de relaxation. Alors que, je rappelle, dans Dijkstra, c'était uniquement pour le sommet qu'on a considéré et uniquement pour ses voisins, on applique l'opération de relaxation. Là, c'est pour chaque... on répète l'opération autant de fois qu'il y a de sommets et c'est pour chaque arête du graphe. Une fois que cette étape-là aura été faite, aura été réalisée, on va appliquer une dernière boucle. On va reparcourir une dernière fois toutes les arêtes du graphe. Et on va tenter d'appliquer une nouvelle fois l'opération de relaxation. Si jamais on arrive à appliquer l'opération de relaxation, ça implique qu'il existe un cycle de poids négatif. Et donc là, on retournera faux. Genre, ça ne marche pas. Sinon, on retourne vrai, plus un autre tableau résultat, pour dire, bah voilà, on a l'arbre des plus courts chemins. Donc, fondamentalement, c'est presque le même algorithme. C'est-à-dire que on va tenter, étape par étape, d'appliquer une relaxation, de voir si, en passant par un arc, on arrive à améliorer un chemin. La grosse différence, c'est que l'algorithme de Dijkstra était fin, je reviens dessus, dans le sens où on essaie de minimiser le nombre des opérations de relaxation. D'accord? Cette opération-là d'extraire le minimum et pour chacun des voisins, essayer d'appliquer la relaxation, en fait, on a minimisé vraiment le nombre d'étapes. Et on avait vu qu'il peut exister, même sans cycle négatif, des cas où Dijkstra peut retourner une solution qui n'est pas correcte à partir du moment où il existe des sommets, enfin des arcs pondérés négativement.
Alors, là, en fait, cette opération qui s'exécute un grand nombre de fois, en fait. On va exécuter autant de fois qu'il y a de sommets, et on va, pour chaque arête du graphe, on va essayer de faire une relaxation. C'est beaucoup, hein. Donc, cette opération-là, en fait, elle vise à propager les relaxations. On les propage, on les propage, on les propage, chose qui n'était pas possible avec l'algorithme de Dijkstra. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne avec les arcs de points négatifs. Alors, forcément, le nombre d'étapes va être beaucoup plus grand. Hein, parce qu'on va avoir autant d'étapes qu'il y a de sommets, mais surtout, pour chacune des étapes, on va regarder chacune des arêtes. Et il y a plus d'arêtes que de sommets. Donc c'est un algorithme qui est plus long à exécuter. Alors, si j'applique l'algorithme sur ce graphe-là, et en partant encore une fois du sommet A, la phase d'initialisation, vous voyez, c'est exactement la même. Donc ça, il n'y a pas de question à se poser. Et vous voyez que j'ai des arcs de poids négatifs. Hein, j'ai celui-là qui est de poids -1 et celui-là qui est de poids -3. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas de fil de priorité. D'accord ? On va répéter autant de fois qu'il y a de sommets l'opération de, pour chaque arc, je vais regarder si j'apporte une relaxation. Alors ça veut dire aussi que vous allez considérer les arcs dans l'ordre que vous voulez. Alors, par pitié, quand vous appliquez cette étape-là, vous allez considérer chacun des arcs du graphe, regardez toujours le même ordre d'arcs d'une étape à l'autre, parce que alors sinon, c'est impossible de s'y retrouver. Moi, je vais regarder les arcs dans cet ordre-là. Il est arbitraire. On aurait très bien pu utiliser un autre ordre des arcs. Mais étape par étape, je vais toujours utiliser cet ordre-là. Donc d'abord l'arc qui va de D vers C, puis l'arc qui va de D vers B, puis de E vers D, donc c'est celui-là, puis de B vers C, d'accord, de B vers E, de B vers D, de A vers B et de A vers C. Alors, quand on va regarder l'arc DC, d'accord, donc de D vers C, est-ce que l'infini plus 1, c'est plus petit que l'infini? Non, on n'a pas d'amélioration. Donc cet arc-là ne nous apporte rien. Ensuite, on regarde l'arc DB. Est-ce que l'infini plus 2, c'est plus petit que l'infini? Non, donc on n'apporte aucune amélioration. ED. Est-ce que l'infini moins 3, c'est plus petit que l'infini? Bah, ça reste l'infini, donc on n'apporte pas d'amélioration. De B vers C. L'infini plus 3, ça reste l'infini. De B vers E, l'infini plus 2, ça ne change rien. De B vers D, bon, c'est pareil, ça ne change rien. Ah, de A vers B. Donc de 0, moins 1, est-ce que ça améliore? Oui. Là, on arrive à moins 1, ici, maintenant. Donc maintenant, la distance de B, ça va être moins 1. Et attention, cette distance, elle est tout de suite effective, au moment où je réalise l'opération de relaxation. C'est-à-dire que, si après, j'avais une arête, un arc BC, par exemple, vous voyez, là, je l'ai traité avant. Mais si je l'avais traité après, eh bien, j'aurais dû répercuter cette amélioration sur cet arc. D'accord? Donc, A vers B fait qu'on arrive en B avec moins 1, et le pair de B, c'est le sommet A. De A vers C, maintenant la distance de C, ça devient 4, et le pair de C, c'est le sommet A. Voilà. Donc, on a uniquement ces deux sommets-là qui ont été changés, B et C. Ok? Eh ben, on va appliquer une nouvelle fois notre algorithme. On va regarder encore une fois
tous les arcs et dans le même ordre. Alors, encore une fois, alors j'aurais dû noter la liste des arcs parce que effectivement là c'est pas pratique à présenter. D'habitude je les note au tableau. Bon, on est là-dessus, d'accord? Dites-vous juste que je vais réappliquer les arcs dans le même ordre. Donc, ce qu'on va faire, c'est encore une fois l'arc DC. Et l'arc DC n'améliore pas la solution. L'arc DB n'améliore pas. L'arc ED n'améliore pas. Par contre, C vers B, on améliore le chemin vers C en passant par le sommet B. Donc de B vers C. Regardez. Donc de B vers C. Parce que B était à une distance de -1. -1 plus 3, ça fait 2. Excusez-moi, j'ai bugué. Ça fait 2. Et donc 2, c'est plus petit que 4. D'accord? Donc, le pair de C, ça devient B. Et la distance de C, ça devient 2. Voilà. Et après, je pense que ça ne pourra pas trop changer. Mais bon, ça, c'est... voilà. D'accord? Donc, là, dans les slides, vous pourrez l'appliquer étape par étape pour regarder. De toute façon, c'est pas moi qui ai généré les... Là, il n'y a pas d'erreur dans les slides, parce que c'est pas moi qui les ai écrits à la main, j'ai écrit le programme qui a généré les slides. Donc, j'ai appliqué l'algorithme de Bellman-Ford, et j'ai généré automatiquement ces slides, donc normalement, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc, chaque fois qu'on a un arc qui peut améliorer, d'accord, je montre qu'il y a une amélioration. Donc, finalement, une fois qu'on a appliqué la deuxième étape, on en arrive là. Et on va recommencer. D'accord? Donc cette fois-ci, étape 3, on apporte une seule amélioration. Tac. Étape 4, on apporte une seule amélioration. Étape 5, pas d'amélioration. Bilan, on obtient ce tableau-là, qui est utilisable comme celui de l'algorithme de Dijkstra. Monsieur, Oui, si on avait commencé par l'arc AC ou AB, est-ce qu'on aurait pu faire en une étape? comment? Est-ce qu'on aurait pu? Tout faire en une étape? Non, parce que justement, c'est tout le problème de l'algo. Si tu regardes, on va répéter autant de fois qu'il y a de sommets dans le graphe. L'étape, pour chaque arc, je vais essayer de faire la relaxation. Tu n'as pas le choix sur le nombre des étapes. Alors, je comprends, évidemment, si à une étape, tu n'as pas d'amélioration, effectivement, tu peux t'arrêter. C'est logique. Parce que si tu n'as pas eu d'amélioration à une étape, tu n'as rien changé, donc l'étape d'après, tu ne vas rien changer non plus. Je suis d'accord avec toi. Mais tu ne connais pas le graphe a priori quand tu vas réaliser l'algorithme. Donc, après, le seul truc sur lequel tu peux jouer, c'est l'ordre des arcs pour faciliter ton traitement. Je suis d'accord. Mais ça, tu peux le faire uniquement à la main et pas de manière programmatique. Et ensuite, là c'est le prof Sadiq qui parle, le jour de l'examen, je vous imposerai l'ordre de parcours des arcs. Voilà. Alors, au niveau du temps d'exécution, l'algorithme de Dijkstra s'exécute beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que le temps d'exécution, il est de l'ordre du nombre d'arêtes plus le nombre de sommets fois log du nombre de sommets. Alors que l'algorithme de Bellman-Ford, lui, s'exécute en un nombre d'opérations qui est de l'ordre de nombre de sommets fois nombre d'arêtes. Donc plus vous avez d'arêtes, plus Bellman-Ford s'exécute lentement, meilleur sera Dijkstra en comparaison.
Voilà. Donc après, la différence entre les deux algorithmes, hein, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y en a un qui est glouton et qui propage les poids des arêtes, donc c'est Dijkstra, et justement, ce qui gêne, c'est cette étape de propagation du plus court chemin, parce que lorsqu'il existe des arcs pondérés négativement, ça peut remettre en question des choix gloutons qui ont été faits précédemment. Donc, on n'a pas de garantie que l'algorithme de Dijkstra sera capable de trouver une solution optimale si il existe un arc de poids négatif. Alors, ce point-là que je viens de soulever, il est très important. On n'a pas de garantie sur le fait que Dijkstra trouvera la solution optimale. Ça ne veut pas dire que si on applique Dijkstra sur un graphe avec certaines pondérations minimales, qu'il ne trouvera pas la solution optimale. Il pourrait trouver la solution optimale. Mais c'est juste qu'on n'est pas sûr que ce sera la solution optimale. Vous voyez la petite subtilité. Donc, comme on n'est pas certain que l'algorithme va retourner la solution optimale dès lors qu'il y a un arc négatif, on dit que l'algorithme de Dijkstra ne peut être appliqué que sur les arcs où il n'y a pas de pondération négative, parce que à partir du moment où cette condition est respectée, on a la garantie que Dijkstra retournera la meilleure solution. Par contre, l'algorithme de Bellman-Ford, lui, on sait qu'il va retourner une solution optimale, et s'il ne retourne pas une solution optimale, c'est qu'elle n'existe pas. Donc, grosso modo, si vous n'avez pas de poids négatif, vous pouvez gagner du temps et exécuter l'algorithme le plus rapide. Si vous avez des poids négatifs, d'accord, mais à ce moment-là, vous êtes obligé d'utiliser un algorithme un peu plus lent. Monsieur, Oui, est-ce qu'on aura un exemple où l'algorithme de Bellman-Ford ne marche pas? Oui, ben attends, regarde. Tu l'as déjà en fait. Tac, 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 tac. Que je le retrouve. Voilà. Tu pourras appliquer Bellman-Ford sur ce graphe-là. En fait, c'est pas l'algorithme de Bellman-Ford qui ne marche pas. C'est vraiment que le graphe ne contient pas de solution optimale. Il ne contient pas de solution optimale parce qu'il y a un cycle de poids négatif. Donc, comme il existe un cycle de poids négatif, bah, quelle que soit la solution que tu vas me donner, le chemin que tu vas me donner, moi je te dis, tu fais un tour de plus et c'est encore plus petit. Donc, le chemin que tu m'as donné n'était pas optimal. Et donc ça, Bellman-Ford, quand tu l'appliques dessus, tu verras, à la fin, il y a une dernière étape qui est que quand tu as parcouru autant de fois qu'il y a de sommets, que tu as parcouru toutes les arêtes, tu as une dernière étape que nous on a sauté là pour aller un peu plus vite, mais tu as cette étape-là que tu rajoutes et qui va vérifier si tu peux encore améliorer les choses. Si tu peux encore améliorer les choses, ça veut dire qu'il y a un cycle de poids négatif et tu retournes faux. Mais du coup, tu as juste à l'appliquer sur. Alors normalement, en TD, vous aurez un exercice où peut-être que ça ne fonctionnera pas. Je dis bien peut-être, je ne veux pas vous spoiler.